Bonjour et bienvenue dans Les Artisans de l'Impact, une mini-série de 10 épisodes qui nous fait voyager au cœur du suivi évaluation en Afrique. Mon nom est Oumo et j'évolue dans ce secteur depuis plus d'une dizaine d'années. Dans ce podcast, pas de lecture théorique ni académique. Nous aurons la chance d'échanger avec des professionnels et des experts du domaine qui partageront leurs conseils pratiques, leurs expériences et leur vécu à travers des exemples concrets. Alors prenez votre tasse de thé, asseyez-vous confortablement et préparez-vous pour une aventure passionnante dans l'univers du suivi et évaluation. Bonjour, Dr Keita, et bienvenue aux Artisans de l'Impact. Je suis très ravi de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour, madame Cécile Wilson. J'aime bien de partager tes expériences avec les autres et d'en recevoir aussi. Effectivement. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai vu sur votre page LinkedIn que ça fait une vingtaine d'années que vous évoluez dans le domaine du suivi évaluation. J'imagine que quand vous avez commencé, il n'y avait pas d'université, en tout cas au Mali, qui offrait des formations dans ce domaine. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre cheminement et comment vous vous êtes retrouvé dans ce domaine? Ah oui, effectivement, sur le livre, je dirais que je peux pu le trouver de deux façons. Premièrement, un peu par hasard et deuxièmement de façon ma formation de base. Euh, le hasard en fait, quand moi je me spécialisais en gestion de projets, sinon, en fait, mon objectif réel, j'étais vraiment fasciné par mes enseignants au niveau de l'université et je voulais vraiment devenir enseignant. Et donc, mon objectif réellement à l'université, c'était de devenir enseignant et former les jeunes. Comme j'étais vraiment fasciné par certains de mes enseignants qui, quand même, en fait, réellement été pour moi des mentors. Et donc, je me rappelle quand je faisais mon master en gestion des projets. Et donc, un de mes profs m'avait amené comme consultant junior pour l'aider dans la collecte et l'évaluation des données. Et c'est là quand j'ai vu en fait comment les populations, par exemple, les ménages se démenaient et puis les conditions de vie de ces ménages, la situation de pauvreté, comment elles font pour se battre contre la pauvreté. Alors je me suis dit que peut-être que en fait je vais changer un peu d'avis en me lançant dans le monde du développement et donc pour pouvoir y contribuer à comment changer en fait les conditions de vie de ces bénéficiaires. Et là, Dieu faisant bien les choses, comme j'ai dit, j'avais fait Polytechnique et à Polytechnique, on sort comme polyvalent. Et j'avais fait Polytechnique, ingénierie en génie industriel qui est communément, en fait, tout ce qui est statistique économique, gestion technique d'entreprise, tout ce qui est logistique, production et tout. Et donc, comme on est polyvalent, bon, je m'étais dit que je vais me spécialiser. Et comme j'avais un background en statistique économique, je me suis dit que dans la gestion des projets, en fait, la meilleure option serait le suivi et évaluation. Et avec l'anecdote avec mon prof aussi, qui m'a permis effectivement puisque j'ai commencé avec lui en tant que junior dans la collecte des données, alors je me suis dit que là, c'est le suivi et évaluation ou rien. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le suivi et évaluation. Ah, ok. C'est là. Donc, on peut dire que c'est un peu par conviction personnelle et par devoir moral que vous êtes retrouvé vraiment dans ce monde-là pour pouvoir aider les communautés. Ah oui. En parlant de, ok. En Oui. parlant de communauté, je sais que vous êtes un grand défenseur de leur implication dans les évaluations. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de comment est-ce que concrètement le staff MEL ou sinon l'équipe projet peut impliquer les communautés dans les interventions? Oh oui, en principe, on doit impliquer c'est tout le long du cycle, hein. C'est tout le long du cycle du projet. La conception, c'est-à-dire l'identification, la conception, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation, le suivi, évaluation, la réalisabilité et l'apprentissage. Dans le diagnostic, par exemple, le diagnostic de base et aussi, par exemple, dans la conception, j'ai vu des projets où, en fait, quand on avait bien impliqué les bénéficiaires dans
l'identification des projets et des besoins, ça a changé carrément en fait l'idée de la conception. Je me rappelle que sur un projet de Banyangra où on avait dit que nous étions focalisés beaucoup plus sur l'augmentation de la production agricole. Et je me rappelle quand on a fait le diagnostic de base avec les communautés en les impliquant, certains groupes de femmes nous ont dit directement, oh, attention, effectivement, on a un problème de besoin de production, mais même si on augmente la production, on a besoin d'aller écouler ça sur le marché. Quel est le processus maintenant? Et avoir, en fait, aller écouler ça au bon moment, à un bon prix, et avoir effectivement des connaissances comment se comporter vis-à-vis du marché avec notre production. Et donc, vous voyez, et là, ça nous a permis carrément de revoir la théorie de changement du projet et c'est dire qu'en fait, le business, ce n'est pas uniquement l'augmentation de la production, mais comment écouler cette production. Et là, nous avons mis directement des stratégies sur place avec les femmes de Banyangra pour pouvoir non seulement augmenter leur production, mais pouvoir les acheminer et pouvoir les aider également à mieux vendre leur production. Et c'était à la fin de l'évaluation finale, au mois de l'évaluation finale, c'était en fait les activités qui ont reçu beaucoup plus réellement de succès et qui, en fait, toute la communauté, y compris même les hommes, avaient vraiment nous avaient félicité. Et donc ça, c'est un exemple parfait, en fait, réellement de les impliquer dans comment dirais-je, dans la conception, le diagnostic de base, parce qu'ils comprennent mieux leurs problèmes plus que nous. Et aussi, je dirais que dans la mise en œuvre aussi, ça m'a donné aussi, je me rappelle qu'en fait, avec la communauté, je pense que la majeure partie de mes expériences en matière de suivi et évaluation, c'est des communautés. C'est l'occasion, en fait, de les remercier et c'est ce que j'ai vraiment appris dans le mille, quoi. Et je me rappelle que dans la mise en œuvre aussi, on avait un projet au niveau de Sierra Leone. Et au niveau de ce projet, euh, c'était un projet réellement dans une zone un peu qui était salée. Et dans cette zone-là, les agriculteurs quand même arrivaient à avoir une production assez élevée. Bon, maintenant, nous avons mis un projet en place qui concernait effectivement l'augmentation de la production et tout. Mais malheureusement, en fait, nous n'avons pas impliqué les bénéficiaires du tout. Et là, on a amené nos ingénieurs, on a amené beaucoup réellement de techniciens qui devraient travailler là-dessus et à augmenter la production. Je me rappelle qu'à l'évaluation à mi-parcours, la production n'avait pas augmenté du tout. Et donc, les bénéficiaires nous voyaient passer et tout, surtout les paysans. Ils ne nous parlaient même pas. Nous, on a mis, en fait, il y avait beaucoup d'argent là-dedans. Mais malheureusement, la production n'avait pas augmenté. Et c'est après que quand on a essayé, après, durant l'évaluation à mi-parcours, on s'est rendu compte que la production n'a pas augmenté. On a essayé de faire la méthode MARC, méthode active de recherche participative. On a impliqué les bénéficiaires et ils nous ont expliqué effectivement comment ils ont l'habitude de faire. Et généralement, comme c'était une zone salée, ils mettaient la boue à part et il laissait cette boue. En fait, quand il travaillait le champ, il laissait le champ carrément. Et la pluie venait. Quand la pluie venait, que en fait la pluie fait descendre le sel de la boue, carrément retirer le sel de la boue pendant une année ou 2 ans. Et c'est la troisième année qu'il commençait la production. Et ça trouvait qu'en fait, le sol est vraiment fertile et dessalé. Et donc, ça leur permettait de faire beaucoup plus, d'augmenter la production. Et quand on a intégré ça avec, en fait, nos techniques modernes, ça a augmenté presque doublé la production avant la fin du projet. Et donc, ça, c'est un exemple parfait d'implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre pour pouvoir mieux, en fait, régler certains problèmes que nous ne nous connaissons pas et ils connaissent bien, en fait, les zones plus que nous. Et c'est des gens qui sont très intelligents plus que nous aussi. Et dans le suivi aussi, c'est le même processus. Hein. Je me rappelle que dans le suivi, il est très important d'impliquer les communautés aussi dans le suivi évaluation. Et je me rappelle qu'il y a des projets où on avait impliqué les bénéficiaires à définir, par exemple, les indicateurs du projet. Et là, je me rappelle que pour l'augmentation du revenu, nous, on avait mis l'indicateur standard d'augmentation du nombre de repas, par exemple. Quand le revenu augmente, ça se mesure facilement par le nombre de repas. Mais avec les communautés au Sénégal, ils nous ont dit clairement qu'ils non, en fait, chez eux, ils ont carrément, en définissant les indicateurs de revenus, on pourrait identifier cela à travers, en fait, la paille des maisons. Ce n'est pas le nombre de repas par jour, par exemple, qui mesure, en fait, l'augmentation du revenu chez eux.
L'augmentation du revenu chez eux est mesurée généralement par, en fait, la paille des maisons qui change et ils nous ont donné même, en fait, le type de paille. Et dès qu'on voit ça au niveau d'une maison, ça veut dire que une famille, ça veut dire que le revenu a augmenté. Puisque avoir à manger 3 repas par jour, quand la production est bonne chez eux, en fait, il y a le social. Et avec le social, tout le monde mange à sa faim. Et donc, il n'y a pas de différence entre les familles. La cohésion sociale est donc, le nombre de repas par jour ne mesure pas carrément l'augmentation du revenu, mais c'est comme ça, en fait, à travers les pailles des maisons qui mesurent l'augmentation du revenu. Et cela nous a changé carrément le point de vue réellement par rapport à la définition des indicateurs et nous avons inclus ça dans tous nos programmes. Comme quoi que quand un programme commence, même si nous avons défini des indicateurs standards, mieux vaut aller discuter avec les communautés pour mieux définir ce qu'on appelle les indicateurs et leurs définitions. Eux-mêmes connaissent mieux comment mesurer en fait le changement de leurs conditions de vie mieux que nous. Donc ça, c'est des approches qui sont là. Et au niveau de la redevabilité et l'apprentissage aussi, c'est un aspect très important où on doit carrément impliquer les bénéficiaires, surtout dans le mécanisme de feedback. Et je me rappelle, au Niger aussi, on avait un projet Kakara, où réellement c'était un grand projet, un grand programme où on voulait tester une approche d'évaluation qu'on appelle l'évaluation réalistique. Et donc, l'évaluation réalistique était qu'on devait changer le mécanisme et le contexte pour chaque. C'était un grand projet d'urgence et on devrait partager les rations alimentaires, leur donner les rations alimentaires et aussi de l'argent pour le mois puisque c'était la période de soudure. Et la période de soudure commence à partir de juin, juillet, août. Et donc, par rapport à ça, quand on a fait l'évaluation finale de la première phase, on s'était dit que les bénéficiaires, on s'est rendu compte que beaucoup de ces bénéficiaires, quand on leur donnait 20 000 francs par mois, 2 semaines déjà, 3 semaines, quand on vient pour le PDM, Post-Distribution Monitoring, et là, on se rendait compte que pratiquement, il n'y avait plus, l'argent ne restait plus. Alors que dans nos calculs, en fait, les 20 000 francs devraient suffire plus les rations alimentaires. Mais malheureusement, ça ne suffisait. Donc, on s'est dit qu'on va essayer de faire l'évaluation réalistique. On va prendre 2 communautés. Une communauté va recevoir les 20 000 et la ration alimentaire pour un mois. Et l'autre communauté va recevoir ce qu'on appelle de 10 000 en 2 semaines. Et on va faire une distribution en 2 semaines. Donc, 2 semaines, 2 semaines pour voir quel serait l'effet des deux approches. Et là-dessus, on a commencé, un mois après, on a fait l'évaluation en temps réel. Malheureusement, on n'a pas pu avoir de différence. On s'est dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on a mis en place un système de feedback, un mécanisme de feedback avec la ligne verte, la discussion avec les communautés. Et dans cette discussion avec les communautés ont attiré notre attention que non, en fait, les deux effets, on ne pourra pas avoir les effets parce que de façon générale, c'est que dès qu'on nous quittons, le chef du village prend tout et essaie de redistribuer entre tous les bénéficiaires. Et donc, les plus vulnérables qui ont reçu ça amènent les rations alimentaires plus l'argent et le chef du village dit qu'en fait, c'est le village, c'est la communauté, c'est le social ici et on partage entre nous. Donc, durant les discussions communautaires à travers notre mécanisme de feedback, ils nous ont dit ça. Et on a dit, OK, d'accord. Donc, la prochaine fois, quand on a fait les distributions, on est parti, on a dit qu'il y a aussi la ligne verte. Donc, dès que le chef du village commence, il faut nous rappeler. Et donc, on a pris le chemin. En cours de chemin, le chef du village a commencé et la communauté nous a appris à travers la ligne. Donc, on est revenu maintenant et on a trouvé carrément en train de distribuer toutes les rations alimentaires. Et il s'est produit dans les explications, il n'arrive même pas à nous expliquer clairement ce qui se passe. Et finalement, on a compris qu'en fait, cette étude ne serait plus valable puisque, quel qu'en soit alpha, les résultats n'y seront plus. Et on a été obligé d'abandonner l'étude, la recherche évaluative concernant l'évaluation réalistique. Et pour dire qu'en fait, les communautés, leur implication du début jusqu'à la fin est un aspect très important pour nous. Parce que l'objectif du MIL, c'est que à un moment donné, on s'est dit que, moi, je me rappelle au début de ma carrière, je me focalisais beaucoup plus sur la collecte des données, collecter les données. Mais au finish, réellement, il s'agit de voir comment le MIL doit pouvoir
changer en fait les conditions de vie des ménages. Pas uniquement que le projet, mais comment le MIL aussi doit accompagner le projet pour pouvoir mieux changer les conditions de vie des ménages. Comment transformer les données en informations utiles qu'on puisse utiliser pour prendre des meilleures décisions et changer les conditions de vie et comment impliquer ces bénéficiaires dans nos systèmes de suivi, évaluation, de redevabilité, d'apprentissage pour pouvoir mieux changer eux-mêmes leurs conditions de vie. Et c'est ça que moi, je vois le MIN maintenant. Intéressant. Je vois déjà que vous avez travaillé dans plusieurs pays. Ce qui ressort, c'est que l'implication des communautés rend vraiment les interventions beaucoup plus pertinentes déjà. Et puis aussi, ça crée aussi de l'appropriation, si je peux me le permettre. Et ça, les communautés vont s'approprier beaucoup plus les interventions et puis ça va aider aussi à mieux mesurer les changements. Merci. Moi, ce qui me taraude des fois à l'esprit, quand on dit d'impliquer les communautés dans tout le système de gestion, moi, je me dis par rapport aux aspects techniques, par exemple, du suivi-évaluation, comment est-ce qu'on peut les impliquer en sachant que nous ne sommes pas au même niveau, entre guillemets, d'éducation? Par exemple, une fois, on nous avait demandé de conduire une évaluation des besoins avec les communautés. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait déjà élaboré pour des outils de collecte, on avait déjà fait les premières ébauches qu'on a présentées à la communauté et ils ont fait leur input qui nous a aidé à vraiment améliorer les outils. Mais après la collecte, on ne les a pas vraiment impliqués dans l'analyse. On n'a pas pu impliquer parce on ne savait pas comment s'y prendre. Est-ce que vous avez une expérience par rapport à ça? Nous sommes revenus pour présenter les résultats, mais lors de l'analyse, on n'a pas pu impliquer les communautés comme il se devait. Ah oui, j'ai une expérience par rapport à ça. Ça, c'est un projet sur le système d'alerte précoce. Et ce projet était un projet très intéressant où on a essayé dans la région de Mopti, on a impliqué ce qu'on appelle on a essayé, c'était la première fois d'expérimenter ce qu'on appelle le système de suivi et évaluation participatif. Et donc, dans ce processus, à l'époque, on n'avait pas assez je me rappelle, on n'avait pas les outils comme les tablettes, on n'avait pas mis beaucoup plus l'innovation technologique dans la collecte des données, l'analyse des données et tout. Ce que nous avions fait depuis l'idée du SAP, parce que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on essaie même d'impliquer les bénéficiaires? Parce qu'il y a eu un problème où on avait, dans la zone, il y avait une branche du projet, une composante du projet qui s'occupait beaucoup plus de l'augmentation de la production agricole et tout. Et là, nous, en fait, on a donné les semences aux bénéficiaires. Et quand on leur a donné les semences, et malheureusement, au moment où la pluie tombait, les premières pluies tombaient, la majorité des ménages avaient consommé leurs semences déjà. Parce que, vous savez, il y a la faim qui est là, et puis c'est la période de soudure avant de commencer la saison des pluies. Donc, toutes les semences que nous avions laissées auprès des communautés, malheureusement, les communautés les avaient consommées. Et donc, on s'est dit, OK, allons-y vers en fait, un système de suivi et évaluation et essayons ça sur une composante, c'est-à-dire la composante d'alerte précoce. Et là, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, on a fait le diagnostic pour comprendre la communauté, savoir comment, en fait, réellement, on doit les impliquer. Et si on doit les impliquer, comment, en fait, réellement, on doit les impliquer dans la collecte des données, dans l'analyse des données et quels sont les types de leaders qui nous donnent. Donc, nous avons essayé de chercher des leaders communautaires qui pratiquement avaient, dans un premier temps, avaient un niveau quand même un peu assez élevé. Ils avaient fait le primaire et ils étaient un peu alphabétisés et on les a pris comme étant des représentants de la communauté. Et là-dessus, on les a formés. Ça, c'est un aspect très important. Donc, pouvoir sélectionner les gens de la communauté qui, à un moment donné, même s'ils n'ont pas un niveau assez élevé, ils ont une compréhension logique de la chose. Ça vous permet d'avancer rapidement. Sinon, si vous allez commencer avec toutes les communautés n'ont pas de niveau, certains n'ont jamais été à l'école, donc le niveau d'analyse serait très compliqué. Donc, on les a formés d'abord en alpha encore, on les a formés dans comment élaborer les outils ensemble, comment faire les tests et tout. Et là-dessus, je me rappelle que la première étape, c'était avant la collecte de données, c'était d'abord comment faire en fait la culture et tout. Et là, on a donné en fait des téléphones à ces gens d'abord dans un premier temps. Et une fois que les premières pluies tombaient,
puisque l'expérience du passé nous a permis de se dire que non, on ne va pas garder les semences auprès de ses bénéficiaires, mais on va essayer de garder les semences auprès de nos leaders-là. Et là, une fois que la pluie tombe, ils vont nous informer et nous-mêmes, nous allons essayer d'aller prendre en fait les semences et les remettre. Donc, dès que les premières pluies ont tombé, ils nous ont appelés à travers le système d'alerte précoce et on a amené les semences, on a fait les semis et tout, et pour que les populations ne consomment pas. Et pendant la mise en œuvre aussi, c'est ce que nous avons fait. On les a formés dans la collecte des données, on les a formés dans l'analyse des données. Et aussi, réellement, on a fait les outils avec eux de telle manière que ces outils sont des outils qui sont vraiment adaptés au contexte et ils pouvaient collecter les données. Et on les a formés aussi dans l'analyse simple des données. Et l'analyse simple des données, quand, en fait, je me rappelle que au moment de l'analyse des données, on a même organisé en fait des ateliers avec eux au niveau des villages où on a fait des rencontres avec les communautés pour pouvoir savoir comment ils doivent s'y prendre. Non seulement d'abord dans les outils, comment les utiliser, mais aussi faire l'analyse avec en fait les communautés et comment. Mais le processus quand même prend beaucoup de temps. Donc, l'idée est que l'expérience que nous avons eue dans ce processus-là, à travers juste la composante système d'alerte précoce, et ça nous a permis quand même, en fait, de faire le semis, de faire les cultures, de collecter les données, c'est qu'en fait, on n'implique pas les bénéficiaires, surtout quand il s'agit de la collecte des données, l'analyse des données, on n'implique pas tous les bénéficiaires comme ça. Il doit y avoir un processus de sélection, un diagnostic de base pour comprendre le contexte d'abord, impliquer les bénéficiaires, ceux qui sont vraiment aptes à le faire et pouvoir mieux les former et pouvoir aussi les former, les aider dans l'analyse des données. Et même dans le rapportage, je me rappelle que dans le rapport aussi, quand vous faites le rapport, ce n'est pas le même rapport que vous devez faire avec par exemple les membres du gouvernement ou les autres partenaires. Le rapport en lien avec les bénéficiaires, c'est beaucoup plus la visualisation pour leur montrer comment en fait réellement le projet, c'est des infographiques, comment le projet a augmenté leurs revenus, comment le projet, là où le projet n'a pas marché, ou bien par exemple, au niveau des points d'eau, qu'est-ce qui n'a pas marché et tout. En faisant des visualisations, les bénéficiaires comprennent très facilement. Et là, eux-mêmes vous dites carrément comment il faut s'y prendre réellement en faisant le rapportage avec leur audience, comment en fait ils doivent mieux comprendre et quels sont les messages clés qu'il faut passer pour que les bénéficiaires. Donc, c'est ça la leçon qu'il faudrait apprendre. On n'implique pas, surtout si c'est la conception, il n'y a pas de problème, on implique, tout le monde peut participer. Mais si c'est le mécanisme de suivi évaluation, surtout avec les chefs, le suivi participatif, il y a des leçons qu'il faudrait comprendre que, en fait, on n'implique pas tout le monde. Il y a des leaders communautaires qui ont pratiquement un niveau un peu assez élevé qu'on doit former pour pouvoir les amener à pouvoir travailler dans le système de suivi évaluation. D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements et pour ce partage d'expérience. Maintenant, nous allons nous tourner vers le baseline, qui est l'étude de référence. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'importance du baseline, sinon de l'étude de référence? Est-ce qu'elle doit être implémentée systématiquement pour tout type de projet ou bien est-ce qu'il y a des contextes où l'on peut s'en passer? L'étude de baseline, ça, c'est une étude très, très importante. Et je pense que les gens confondent beaucoup plus cette étude en se disant que cette étude de baseline est là uniquement pour connaître la situation de référence des indicateurs et pouvoir mieux mesurer les progrès basés sur ces indicateurs à la fin. Et donc, beaucoup d'études de base se focalisent uniquement sur le fait que on a des indicateurs au niveau du projet qu'on a mis en place dès la conception. Et donc, on va voir leur situation de référence et ça va nous permettre de se projeter dans le futur, voir le progrès. Alors que l'étude de baseline a d'autres importances pour moi. L'étude de baseline est une étude formative. C'est comme l'évaluation à mi-parcours, mais sauf que les critères ne sont pas les mêmes. L'étude de baseline, c'est d'abord, comme on a dit, ça va vous permettre d'avoir la situation de base des indicateurs et tout, mais aussi réellement, ça permet de revoir la pertinence du projet. Est-ce que ce projet est pertinent en termes de conception? Et si tel n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux ajuster la conception rapidement? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour pouvoir changer dans la stratégie de mise en œuvre du projet? Et ça, c'est des aspects très importants. La pertinence de la conception, la pertinence
revoir la pertinence de la conception, revoir la pertinence même des objectifs et aussi voir la stratégie de pérennisation. Et donc, ça, c'est un aspect très important parce que beaucoup de projets, c'est à la fin qu'ils essaient réellement de penser à la stratégie de pérennisation, alors que le projet est presque fini déjà. Alors que l'étude de baseline va vous dire que, OK, cette stratégie de pérennisation, est-ce que ça existe? Est-ce que la stratégie de retrait existe déjà en termes de durabilité qui est là? Est-ce que les bénéficiaires sont mieux impliqués dans cette stratégie? Parce que quand les bénéficiaires sont mieux impliqués dans la stratégie de retrait du projet, le projet pourra mieux suivre vers la fin. Donc, l'étude de baseline est une étude très, très importante dans ce sens-là. C'est pour cela que je dis que ça fait partie des évaluations formatives. Ça vous permet non seulement de revoir la conception, mais aussi réellement de pouvoir voir la stratégie de durabilité. Et je me rappelle qu'il y a un projet sur lequel nous avons échoué en matière de suivi-évaluation. Je dirais que c'est le suivi-évaluation qui a échoué. Et c'était un projet vous m'excusez du terme, c'est la mutilation féminine. Donc, en fait, ce projet réellement était un projet que nous avions mis dans la région de Ségou, je me rappelle. Et donc, sur ce projet réellement, c'était un projet où on devrait réduire, puisque le taux de mutilation génitale féminine était très élevé dans la région de Ségou. Et donc, on avait dit qu'il fallait réellement qu'on essaie de réduire le taux et voir comment nous pouvons nous y prendre. Donc, nous, on a fait l'étude de baseline en se focalisant uniquement sur les indicateurs, le taux et tout. Et là, on a fini. Une fois qu'on a fini l'étude de baseline, on a oublié de faire d'autres études réellement pour comprendre le contexte, comprendre la stratégie même du projet, la pertinence du projet et même la stratégie de retrait. Donc, on s'est seulement focalisé sur ce qu'on appelle la situation de référence des indicateurs. Et à mi-parcours, le taux avait augmenté carrément. Au lieu que ça diminue, le taux, puisque c'était l'indicateur principal du projet, ça a augmenté. Là, on a dit, OK, il faudrait qu'on se remette en cause. Et ce n'était pas le projet, c'était pour moi, pour ma compréhension, c'était nous en tant qu'évaluateurs qui avaient échoué. Parce qu'au niveau de l'étude de base, si on avait fait l'étude ethnographique pour comprendre le contexte, la culture, et là, ça nous permettait d'économiser beaucoup de temps et pouvoir mieux changer la stratégie du projet. Parce que la stratégie du projet était basée sur la sensibilisation seulement. Faire des sensibilisations à la radio, discuter et faire beaucoup de sensibilisation pour dire que, OK, la mutilation génitale féminine, voici ses conséquences, qu'est-ce que ça peut changer. Mais à un moment donné, quand on a fait l'ethnographie au niveau de l'étude, à mi-parcours, l'évaluation à mi-parcours, on est parti au niveau de ces communautés, on est resté avec ces communautés pendant 2 semaines. On a travaillé avec ces communautés. On a d'abord créé en fait les conditions pour créer la confiance avec les communautés et pouvoir discuter avec les excités traditionnels. Et les femmes aussi, on avait des animatrices, on les avait formées dans l'ethnographie pour pouvoir mieux discuter avec ces femmes-là. Et nous, on s'est focalisé sur les jeunes et les vieux pour pouvoir mieux discuter. Et là, on a compris que en fait, l'approche, la stratégie de sensibilisation que nous avions utilisée n'était pas la meilleure stratégie, la bonne stratégie d'ailleurs. Et donc, la stratégie qu'on a pu élaborer après l'ethnographie, c'était d'utiliser le visuel, c'est-à-dire les vidéos là où l'excision n'avait pas marché, là où en fait ça a fait des conséquences, des photos et tout. Et là, on a appelé les équipes de projet au niveau des différentes organisations, les partenaires, on les a appelés pour pouvoir nous chercher des vidéos, des photos, où là où vraiment ça n'a pas marché du tout, où là ça a fait des conséquences, où on voit ça s'est gonflé, ou bien où on voyait le sang couler, des vidéos comme ça. Et là, quand on a commencé à faire la stratégie de sensibilisation en leur montrant des vidéos, en leur montrant des photos, en leur montrant les conséquences, il y a eu des cas où, en fait, les femmes exciseuses même sont venues d'elles-mêmes nous remettre les couteaux pour dire que finalement, nous, en fait, réellement, on ne rentre plus dans ça, c'est vraiment fini. Parce qu'on croyait que c'était d'abord la religion, mais on a vu que dans d'autres disaient d'abord, puisque quand on faisait l'ethnographie, on demandait quelle est la cause, pourquoi vous faites ça. D'autres disaient que c'est dans le Coran, alors qu'en fait, on n'a jamais vu ça. D'autres disaient que c'est la religion, d'autres disaient que c'est la culture. Et donc, vous voyez, donc finalement, avec cette approche de sensibilisation qui est ressortie au niveau de l'ethnographie, ça nous a permis, avant la fin du projet, de réduire drastiquement le taux d'excision de mutilation génitale féminine. Et vous voyez, si on avait fait ça au niveau de l'étude de baseline,
là, c'était déjà bien, puisqu'on allait carrément changer la stratégie du projet. Et là, on allait éviter, en fait, le problème que nous avons eu au niveau de l'étude de mi-parcours, l'évaluation à mi-parcours, pour voir que les taux avaient augmenté au lieu que ça se réduise. Donc, pour dire que l'étude de baseline est un aspect très important dans ce sens-là. L'étude de baseline, je dirais que ce n'est pas automatique aussi. On n'a pas besoin de faire l'étude de baseline dans tous les projets. Par exemple, surtout des besoins très lourds. Par exemple, des projets d'urgence, on a besoin juste de faire le need assessment. Ou bien des projets très courts. Là, en fait, on n'en a vraiment pas besoin souvent parce que on a besoin de juste les données secondaires. Les données secondaires peuvent nous aider et ça va nous permettre de voir en fait déjà les tendances, les grandes tendances. C'est aussi c'est un projet court, c'est un projet où réellement ça n'a vraiment pas, comment dirais-je, le scope n'est pas très grand. Donc, et aussi, c'est un projet, comme on le dit, le projet d'urgence ne dure pas trop. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de faire une baseline, on a juste besoin de collecter les données secondaires et voir en fait la situation ou bien faire le need assessment. Donc, il faut conclure ici, c'est que l'étude de baseline dépend du scope, de l'ambition, du type de projet et aussi des ressources dont nous disposons. Donc, si on ne dispose pas beaucoup de ressources aussi, parce que finalement, l'évaluation dépend des ressources, et donc on peut faire une étude de baseline allégée en se focalisant beaucoup plus sur les données secondaires. Et donc, surtout sur les projets courts ou bien les projets d'urgence ou bien les projets dont le budget n'est pas assez élevé. Voilà. D'accord, excellent, merci. Disons, ça c'était pour les projets courts. Maintenant, pour un projet de, disons, 4 à 5 ans, ok? Une idée de 4 à 5 ans, et l'équipe projet n'arrive pas à conduire l'évaluation de base pour une raison ou une autre. Oui. 2 à 3 ans après, on se rend compte qu'on n'a pas les données de base. Comment est-ce qu'on fait pour pour rattraper le tir? Ah, ok. Non, c'est vrai, ça arrive dans beaucoup de projets. Ça arrive beaucoup. Moi, je me rappelle même que quand j'étais venu même au niveau des institutions de multilatérales de développement, j'ai vu beaucoup de projets où on s'était dit même que c'est difficile de faire l'évaluation finale de ces projets parce qu'on n'avait pas collecté beaucoup de données sur non seulement de données de base, mais aussi sur la mise en œuvre de ces projets. Et donc, comment il fallait faire. Donc, dans la stratégie, généralement, s'il n'y a pas d'étude de baseline pour ces projets à long terme, 4 ans, 5 ans, et après, à la fin, maintenant, on demande. Et la stratégie qu'on utilise, c'est généralement 3 stratégies. Et la troisième stratégie, une troisième approche est la meilleure. Et c'est ce que nous utilisons beaucoup plus maintenant. La première stratégie, c'est qu'on doit faire les données, on doit essayer de revoir les données secondaires au démarrage du projet. Même si le projet a fait 5 ans, en début de projet, quelle était la situation des indicateurs à travers les données secondaires. Donc, ça, c'est une première approche. Deuxième approche, c'est ce qu'on appelle le recall survey. Mais le recall survey, son inconvénient majeur, c'est le fait que les gens peuvent oublier au moment passé, quand vous leur rappelez quel était votre revenu ou bien quelles étaient les activités génératrices de revenus que vous faisiez, par exemple, 5 ans, et quelles sont, en fait, dans chaque activité génératrice de revenus, combien vous gagnez en moyenne. C'est compliqué souvent pour les bénéficiaires de se rappeler. Donc, c'est pour cela, ça, c'est le biais qui est là. Sinon, on peut faire les écoles secondaires. Troisième approche que nous utilisons beaucoup plus même, c'est l'évaluation basée sur la théorie. Donc, vous trouvez qu'en fait, vous n'avez pas d'évaluation de baseline, vous n'avez même pas collecté souvent des données. La situation est très complexe. Là, on essaie de faire appel à des évaluations basées sur la théorie. Et dans ces évaluations basées sur la théorie, on peut faire l'analyse de la contribution, on peut faire le process tracing, par exemple, on peut faire le changement le plus significatif, ou bien on peut faire l'évaluation basée sur même la théorie du changement, où on reconstruit carrément la théorie du changement du projet et on va au niveau terrain maintenant pour vérifier cette théorie de changement basée sur les résultats combinés à l'analyse de la contribution. Et je me rappelle que quand j'avais commencé avec la Banque multilatérale de développement, on avait des projets, on devrait conduire des cluster evaluation où on avait fait l'assistance spéciale de beaucoup de projets au niveau dans la zone Asie, dans toute la zone Asie. On avait essayé d'aider les communautés musulmanes à construire des écoles pour les communautés musulmanes, des centres de santé et aussi donner des bourses. Mais malheureusement, durant 10 ans de mise en œuvre de l'assistance spéciale,
les gens n'avaient pas collecté les données des bases, les gens n'avaient même pas trop collecté, puisque l'objectif, c'était tout simplement les aider et voir ce qui, en fait, réellement, les résultats peuvent, comment changer, en fait, leurs conditions de vie des communautés musulmanes. Et là, bien sûr, et à la fin maintenant, l'objectif, c'était que quand on va vous aider à améliorer, et surtout avec le programme de bourse aussi, c'était ça. L'objectif, c'est que quand vous bénéficiez de la bourse, vous devez faire le giving back. C'est-à-dire, quand vous devenez médecin, vous devez faire des activités de volontariat pour pouvoir aider la communauté en matière de santé et tout. Donc ça, c'était l'objectif final, mais malheureusement, ils n'avaient pas collecté des données. Et je me rappelle qu'il y avait beaucoup de discussions. Est-ce qu'on pouvait même évaluer ce projet-là? Est-ce qu'on pouvait ne pas évaluer? Donc je me suis dit que non, ce qu'on va faire, essayons d'adopter ce qu'on appelle l'approche d'évaluation basée sur la théorie de changement. Et on a reconstruit carrément la théorie de changement de l'assistance. Si on donne l'assistance en termes d'éducation primaire, quelle est la finalité? C'était l'amélioration de la qualité de l'accès et tout. Donc, on a refait carrément la théorie de changement de l'assistance spéciale et la théorie de changement de la bourse, dont la finalité était le giving back, par exemple. Même pour la bourse, par exemple, on a essayé de collecter les données, on a envoyé, je me rappelle, plus de 2000 à 3000 questionnaires en ligne, mais malheureusement, il n'y avait pas de suivi des boursiers après la graduation. Et donc, malheureusement, en fait, ils ne savaient même pas si les boursiers ont fait comme ça ou bien les boursiers ont pu exceller dans la vie et tout et changer la vie de leur communauté. Donc, ce que nous avons fait, nous avons envoyé quand même des questionnaires, mais on voyait que nous avons répondu, c'est seulement 100 personnes ou 200 personnes maximum qui nous avaient répondu. Et donc, ça, ce n'était pas significatif, ce n'était vraiment pas représentatif. Et on a adopté l'approche basée sur le changement le plus significatif, où on a cherché un certain nombre, par exemple, de success stories au niveau des communautés qui avaient bénéficié de la bourse et quels sont les changements qu'ils ont apportés dans leur communauté, par exemple. Comme on a dit, la finalité de l'objectif du programme de bourse, c'était le giving back. Et la même chose pour l'assistance spéciale. Pour l'assistance spéciale, on a carrément reconstruire la théorie de changement et faire l'analyse des contributions en vérifiant les hypothèses à la fin. Et ça nous a permis quand même d'avoir une évaluation assez crédible et pouvoir voir le changement que ces projets, l'assistance spéciale a fait sur la communauté, la bourse aussi, comment la bourse a changé non seulement la vie des bénéficiaires qui ont bénéficié de la bourse, mais à travers ces bénéficiaires, comment ils ont changé aussi la vie des communautés avec eux. Donc, si en fait il n'y a pas d'évaluation de baseline, ça arrive. Donc, les trois approches, notamment la troisième approche, est la meilleure approche selon moi. Merci, c'est réconfortant de savoir qu'il y a au moins des stratégies qu'on peut implémenter pour un peu corriger ces erreurs-là. Le fait de ne pas conduire les études de base au début du projet. C'est réconfortant de savoir qu'il y a au moins des solutions qui existent. Le temps de ces discussions sont tellement intéressantes que je n'ai pas vu le temps passer. J'ai juste une dernière question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être 2 conseils pratiques pour ceux qui cherchent à intégrer le monde du suivi-évaluation ou ceux qui cherchent à progresser dans le métier? Ah oui, en fait, les deux conseils, c'est que euh, il faudrait adopter la double compétence en matière de suivi-évaluation est un aspect très important. C'est-à-dire que la compétence en lien avec les méthodologies, les outils, les techniques d'analyse des données, mais aussi avoir des compétences au niveau stratégique, c'est-à-dire pouvoir mieux communiquer les résultats de façon stratégique, comprendre la dynamique de l'organisation et savoir comment je peux utiliser le suivi évaluation pour pouvoir mieux changer en fait la donne au niveau de l'organisation, leur permettre de prendre des décisions, non seulement au niveau de l'organisation, mais au niveau des projets pour changer les conditions de vie. Donc ça, c'est un premier conseil. C'est-à-dire que un, l'approche technique, avoir en fait les compétences techniques, ça c'est très bien, et aussi réellement avoir ce qu'on appelle l'approche soft. Donc ça c'est très important. Donc ça c'est le premier conseil. Et deuxième conseil, ça c'est le suivi évaluation, c'est l'apprentissage continu. Donc aller à la recherche perpétuelle du savoir. Donc, nous devons, moi, je me rappelle que quand je faisais ma thèse sur l'évaluation d'impact, que je me suis rendu compte que je ne connais rien en matière d'évaluation d'impact et qu'il y a beaucoup d'approches que je ne connaissais pas, que j'ai pu revoir. Et aussi avec l'innovation maintenant, avec l'intelligence artificielle.
Donc, ça nous permet effectivement de pouvoir continuer à faire la recherche perpétuelle du savoir dans ce milieu-là, qui est un domaine très vaste, donc qu'il est difficile de maîtriser. Et je me rappelle que 20 ans avant, dans mes expériences, 20 ans avant, on n'avait pas beaucoup d'approches d'évaluation qui avaient été mises en place. Mais après, quand je vois comment, en fait, la vitesse à laquelle ce, 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 ce domaine évolue, il est temps effectivement pour nous de se dire qu'il faut toujours aller à la recherche perpétuelle du savoir. Donc, c'est les deux conseils, en fait, la double compétence, compétence technique et compétence en matière de soft. Et deuxièmement, réellement, ça, c'est ce qu'on appelle aller à la recherche perpétuelle du savoir. Merci infiniment, docteur Keita. Nous voilà au terme de cette session, de ces échanges. Franchement, ce fut une session d'apprentissage pour moi personnellement. J'ai beaucoup apprécié vos partages d'expériences et puis vos réponses pointues. Je pense qu'ils pourront aider beaucoup qui évoluent dans le domaine. Merci vraiment pour votre disponibilité, très appréciée. OK. D'accord, je vous remercie quand même. Conclusion, quand même, c'est ce que je disais toujours. Et je me souviens quand même au début de mes expériences à Tombouctou, comme jeune professionnel de suivi-évaluation. À cette époque, je passais beaucoup de temps à compter combien de bénéficiaires, combien de formations, combien d'activités, etc. Mais 20 ans après, après avoir travaillé dans ce qu'on appelle les programmes humanitaires, développement, l'évaluation d'impact et beaucoup d'aspects à un haut niveau, par exemple, de l'évaluation stratégique, je me suis toujours posé la question la plus simple. Qu'est-ce qui a réellement changé dans la vie des populations? Et c'est ça, en fait, toute la richesse de suivi évaluation se trouve dans cette question. Et là, en fait, nous, c'est ce que nous disons en tant que professionnels. Pour répondre à cette question, je me dis que la seule solution, c'est de transformer le mille à pouvoir changer les conditions de vie des bénéficiaires. Et la leçon apprise que moi j'ai en matière de suivi évaluation après 20 ans, ça ne vient pas des données Excel, par exemple, ou bien des logiciels statistiques, des techniques avancées, mais ça vient du terrain. C'est venu, par exemple, de cette femme qui nous a expliqué que son problème n'était pas la production, mais l'accès au marché. Ou bien c'est venu, en fait, réellement de ces agriculteurs qui nous ont montré que dans une zone salée, on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup plus de techniques modernes. En utilisant les techniques traditionnelles, on pouvait carrément changer les conditions de vie de ces ménages-là. C'est venu réellement de ces projets où, en fait, il n'y avait pas de baseline, où on a vraiment pu reconstruire l'histoire et comprendre la vie. C'est venu aussi de ces bénéficiaires qui nous ont aidés à revoir les indicateurs, à nous donner des méthodes de mesure des indicateurs en fonction de leur contexte. Et donc, ça, c'est la partie la plus importante, quoi. C'est ça, en fait, réellement, que les gens doivent comprendre que l'important, c'est réellement, c'est pas les techniques, mais c'est les personnes. Et derrière chaque indicateur se trouve une vie humaine, une communauté, une opportunité de changement. Et c'est cela qui nous donne le sens à notre travail, quoi. Hein, merci.